L'exigence, on dit, pour qu'il y ait dialogue, il faut que Nanga soit là, il faut que Kabila soit là. Ok, qu'advient-il de Doha? Il faudra qu'on arrête là-bas dans ce cas. Et dans ce contexte-là, il faudra faire un choix. S'il faut qu'on discute ici, il faut mettre fin. Mais jusqu'ici, Doha n'arrive pas à satisfaire. Hein. Je vais vous revenir. Vous savez pourquoi? Bon, heureusement qu'on va y revenir. Je dis, je l'ai fait, je vais arriver pourquoi aujourd'hui Doha ne peut arriver à satisfaire pour justement l'erreur qu'on veut, on veut commettre maintenant. Ne pas s'éloigner de la ligne imposée par M. Tshisekedi qui voudrait que ce dialogue se passe entre ceux qui n'ont pas pris les armes et tué des Congolais. Mais si on se positionne dans cet aspect de M. Tshisekedi qui veut mettre de côté certains, moi je m'interroge sur la responsabilité de M. Tshisekedi. L'article 74 de la Constitution impose, parce que Diana va le reconnaître en tant que président de la République, va reconnaître M. Tshisekedi comme président de la République, moi non, mais si je me place dans ces lunettes, si je me place dans ces lunettes, dans les lunettes de Diana, je m'interroge sur la responsabilité de M. Tshisekedi dans la dégradation de la situation, dans l'impossibilité ou l'incapacité de la protection de l'intégrité territoriale, dans l'incapacité ou la protection de la vie humaine des Congolais. Alors si on doit se mettre dans les conditions de M. Tshisekedi, même M. Tshisekedi ne participerait pas à ce dialogue, parce qu'il a une responsabilité, vouloir ou pas, du fait de la position que lui donne Diana. Donc je pense que en ce moment, il ne faudrait pas... vous savez, quand on veut manger, tout le monde doit laver les mains. Il ne faut pas dire que moi, je ne vais pas laver les mains, vous lavez les mains, et on va avoir les mains sont propres, on va manger comme ça. Non, lorsqu'on veut manger, tout le monde doit laver ses mains, et M. Tshisekedi fait partie du problème. Nous avons dit, ça fait 7 ans que nous disons, si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu le hold-up électoral, du moins dans les causes proches, dans les causes récentes, il y a ce hold-up électoral de 2019. Maintenant, la question que je me pose, qu'est-ce qui est dit au niveau de Doha qu'on ne peut pas dire au niveau du processus de Kinshasa? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut cacher aux Congolais? Est-ce qu'il y a le non-dit? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut cacher aux Congolais? C'est pourquoi on doit faire un processus à part avec ceux qui ont pris les armes. Si là-bas on va discuter avec Nanga, nous disons, pourquoi Nanga ne viendrait pas ici? Mais Nanga peut venir ici, nous dire ce qu'il reproche à M. Tshisekedi, encore que parmi ses revendications, il faudrait qu'il défasse le monstre qu'il a créé à travers les élections de 2018. Mais qui vient nous le dire, qui vient nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qui vient nous dire qu'est-ce qu'il y a, est-ce que la question de son carré minier est toujours en question? Donc le processus de Doha pourra peut-être être orienté différemment, parce qu'on a parlé ici de la réparation. Demain, il faut réparer. Il faut indemniser les victimes, les familles des victimes, les proches des victimes. Il faut reconstruire notre pays. Où est-ce qu'on... Alors, on est dans un contexte où, Guelor, pour moi, le dialogue tel que voulu maintenant, et surtout moi, par le propos de Moïse Katumbi, est devenu une porte de sortie pour ceux qui se sont égarés. Maintenant, je veux corriger un élément quand M. Badjoko dit que ça n'a jamais été pour la première fois l'idée d'un dialogue pour réunifier le Congolais pour qu'on parle un langage commun. Non, je lui rappelle la révolution, pardon, quand Laurent Désiré Kabila est arrivé. C'était justement ça l'objectif. Parce que, sorti justement de Mamel, de ces gens-là, après toutes les tumultes qu'il a connus, avant même de connaître les tumultes, son idéal c'était de pouvoir permettre aux Congolais de parler le même langage. J'aime, c'est d'ailleurs l'un des rares avec Joseph Désiré Mobutu qui ont des discours intemporels jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez les placer dans le contexte, le discours continue à vous parler de la même manière. Et le combat reste intact et c'est le même combat qu'on doit mener encore jusqu'à aujourd'hui. Donc on est dans un contexte où ce n'est pas une première fois qu'on pense à ça, mais le problème c'est la nature de l'homme politique congolais. Maintenant, la question, c'est, si on avait écouté Martin Fayulu depuis un moment, on ne serait pas à ces niveaux-là. Je dis faux. C'est faux. Comment ça c'est faux? Je viens d'expliquer. un document qui la proposition de sortie des crises. Voilà, plein de propositions de crise, ça date de très longtemps. On semble revenu sur ça aujourd'hui. Hein. Je viens rappeler Le fait semble donner raison à Martin Fayulu. Non, le fait donnera toujours raison à quiconque voudra parler dans l'idée de fédérer les politiques, parce que justement, regarde des éléments que lui-même a soulevés. Quand vous arrivez au niveau international, le Congolais ont multiples langages. Mais vous ne pouvez pas vouloir être l'église au milieu du village, et ça, je ne peux pas le cautionner. Qu'un évêque arrive, où l'ambassadrice rwandaise, elle-même, attestée, avérée, corroborée par Corneille Nangaa, dit que nous collaborons, vous venez dire que c'est l'IA. On ne peut pas, l'évêque ne peut pas prendre une posture pareille, alors. Entre nous, soit dit.
Et c'est comme j'avais dit ici, je me suis refusé certaines considérations parce que pour un expert en com stratégie comme moi, je peux vous établir la corrélation des différentes communications. Des matatamponios jusqu'à un certain niveau. Le choix des éléments de langage dans les discours. Parce qu'aujourd'hui, il faut les dire, dans le lobbying en interne, parce que le politique pense qu'il faut forcément trouver un moyen de chasser Tshisekedi. C'est dans leur droit. Là où ils commettent l'erreur, c'est que les techniques de Gorée, l'île de Gorée, a failli à 2 niveaux. La première, c'est que ces techniques ont marché sur Kabila parce qu'il était en dehors du cercle de légitimité. Il avait quitté le mandat lui conféré par la Constitution. Vous ne pouvez pas appliquer la même technique pour quelqu'un. Dites ce qu'on veut. Non, les élections, c'est ça. Ok, il y a eu des erreurs matérielles. D'accord. Il ne reste que 2 ans. Il lui reste que 2 ans. Oui, dans les 2 ans. Mais le problème, c'est que je sais que M. Badjoko ne voudra pas entendre cette phrase-là. Mais bon, ça reste une réalité. Il est encore dans sa période de légitimité. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes techniques que l'autre. Et aujourd'hui, quel est l'argumentaire au niveau international? Je le dis parce qu'en tant que témoin oculaire, c'est exactement le même langage utilisé par le Rwanda pendant toute la cérémonie de la signature des accords. Parce qu'il y en a eu 4. C'est qu'on tue les Banyamulenge. On part sur le postulat d'un conflit socio-ethnique pour justifier un problème qui n'est pas dans l'intérêt des Congolais, l'intérêt de l'autre État. Et malheureusement, ce sont les politiques congolais qui amplifient cette communication-là. Dialogue, pas avec l'AMC, avec seulement le Congo. C'est ça. Je quitte la dimension personnelle. L'AFC, c'est Nanga. Non, ça c'est vous qui le dites. Moi, je parle du groupe. Je reste. Non, le message est passé. Donnons-nous quand même le luxe de pouvoir tenter, de pouvoir essayer, parce que ce qu'on a fait aujourd'hui a totalement échoué. J'entends Diana, c'est un peu le discours que c'est nos amis de l'Union Sacrée ont. Ils disent, voilà, tant que, ils ont 2 discours, tant que Kagame sera au Rwanda, Tshisekedi ne bougera pas. Tant que la guerre ne finira pas, Tshisekedi sera au pouvoir. Mais non, vous dites des choses totalement contradictoires. Vous dites qu'il faut qu'on aille... Si, c'est ça que vous avez dit. Non, non, c'est faux. J'ai dit ça, ça rejoint, si vous voulez, pour non, que c'est faux. Ça rejoint parfaitement ce que votre discours rejoint parfaitement. Parce que vous dites, il faudrait que nous puissions aller dans les discussions avec un rapport de force différent. Mais la question c'est, quand est-ce que nous allons inverser ce rapport de force? C'est la question essentielle. Parce que les autres disent qu'il faut que la guerre finisse, mais quand est-ce que la guerre prendra fin? Les autres disent que Kagame doit quitter le pouvoir, mais quand est-ce que Kagame quittera le pouvoir? C'est le même discours avec des termes différents que vous êtes en train d'employer aujourd'hui. Si nous sommes dans cette situation, il faut se rendre à l'évidence. C'est pas question d'armée. Ne me faites pas croire que vous n'êtes pas capable de dire quand je parle de l'armée capable de défendre le pays, je suis au-delà de mandat. Ne me faites pas croire que je vous ai bien dit que cette guerre date depuis 30 ans. Je cite moi le postulat de Charles Onana, je vous dis qu'on est dans un contexte historique, ça a été notre faiblesse. Depuis 30 ans, je vous dis de sortir, vous voulez limiter à Tshisekedi, ne me faites pas croire que vous pensez comme eux. Quand même. Mais alors vous, qu'est-ce que vous dites exactement? Parce que nous disons, oui, pour sortir de la situation, je peux me faire comprendre. Pour sortir de la situation à laquelle nous nous trouvons, avec une armée dont le leadership de M. Tshisekedi est totalement défaillant, il faudrait qu'on aille au dialogue. Vous nous dites par exemple d'attendre, il ne reste plus que 2 ans. À quel moment les dialogues vont résoudre le problème de l'armée? Mais voilà, j'en arrive. Bon, vous savez, on ne peut pas tout dire ici parce que l'essence de nos discussions vont être produites dans le cadre de ces discussions que nous aurons tous ensemble. Vous dites non, laissez à M. Tshisekedi encore 2 ans, après on aura des élections. Non, c'est faux. On l'a laissé 2 ans, il a encore 2 ans. Mais c'est ça qui est constitutionnellement. Mais vous dites qu'il a encore 2 ans. 2 ans. Laissez-lui 2 ans. Mais on vient d'où? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Kishiché, Kiwanja, Bunagana, Goma, Bukavu, Sake sont partis? Pourquoi? Dans quel état sera notre République si on attendait 2 ans? D'autant plus qu'il y a un ministre de cette République, Moïse Nzagi, qui dit que si Ouvira a été libéré, c'est grâce à un tweet d'un ministre américain. Et s'il n'y avait pas ce tweet de ce ministre américain, eh bien ça serait grave, parce que devant, il n'y avait rien. Même dans ce postulat, ça veut dire que c'est le résultat de l'accord de Washington. C'est pas moi. Quand vous posez la question, vous avez la réponse. C'est pas moi qui le dis, mais c'est un ministre de la République qui le dit. Oui. C'est un ministre qui dit que notre armée est défaillante. Notre armée est incapable de récupérer des territoires et il faut un tweet d'un ministre d'un pays étranger. C'est pas moi. C'est extrêmement grave. Mais c'est extrêmement grave et cet individu il est ministre de la République. Et c'est le ministre de la République qui va nous faire dépendre d'un État tiers. C'est extrêmement grave.
Si Diana le dit, je peux l'entendre. Mais si un ministre qui a la responsabilité de conduire les affaires de l'État vous dit ça, c'est extrêmement grave. Nice Press, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour vous présenter cette émission. Eh bien, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir des invités, des Congolais, des souches. Eh bien, l'autre représente l'opposition, il représente Martin Fayulu sur ces plateaux. Il s'agit de M. Yves Badjoko, qui du reste est le coordonnateur de la jeunesse au niveau de l'ICD. Il est la Mouka, il porte la voix de Fayulu, comme j'ai dit un peu, donc nous allons vous éclairer par rapport aux questions qui seront évoquées. Et de l'autre côté, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Mike Gardi Diana, qui est journaliste, connu de tous en tout cas, reçu en qualité d'analyste politique, et ensemble, bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler de la RDC. Déjà, le chef de l'État séjourne en ce moment aux États-Unis, où il prendra part à un forum, même d'après certaines indiscrétions. Il y a également beaucoup de politiques congolais qui s'y trouvent, aussi quelques religieux. On nous signale la présence de Martin Fayulu aux États-Unis, la présence de Moïse Katumbi, Fridolin Ambongo pour le compte de l'Église catholique. Est-ce c'est un dialogue déjà en perspective ou encore d'une manière anticipée, s'il faut le dire, ou bien c'est occasionnel que le Congolais se retrouve aux États-Unis, mais du moins, nous allons vous parler des dialogues tant souhaités par des milliers. L'autre fois, les porte-paroles du gouvernement avaient dit que les dialogues, ce n'est pas mal, mais s'il fallait parler de dialogue, eh bien, tout va se tenir ici à Kinshasa. Sachant que Fayulu prône pour les assises de Kinshasa, mais le chef de l'État était clair quant à ce. Il avait dit que les dialogues, oui, mais c'est sur le sol congolais, congolais, il y avait même des conditions. Il y a de ceux-là qui seront exclus, encore ce qu'il y avait des chefs de l'État, ceux-là qui ont touché aux armes, eh bien, ceux-là qui ont tué les Congolais au bénéfice des étrangers, eh bien, ne prendront pas part à ces forums. Katumbi sort de son silence, il pense que le dialogue c'est bien beau, mais il faut qu'il y ait la participation ou encore la participation voilà, de Kabila. Il a parlé de Nanga, donc Sauvons le Congo et FCM 23. Qu'adviendra-t-il? Nous allons réfléchir tout autour pour vous donner bien sûr les éclairages par rapport à toutes ces questions. Je m'en vais saluer mes invités en commençant par cher Yves Badjogo, comme j'ai dit à l'entame, et je me répète, qu'il représente Martin Fayulu, il représente SID, il est la Mouka. Merci d'être là et bon jeudi à vous. Merci Galor pour l'invitation. Je salue mes frères de Kishiché, de Kiwanja, de Rumangabou, de Lubero, de Massissi, de Walikale, de Goma, de Bukavu, de Sake, de l'Ituri, de Kwamount, du plateau des Bateke, de Kingakati, ainsi que ceux de la République de la Gombe. Partout où l'insécurité bat son plein et qui sont livrés à eux-mêmes, je leur dis et leur rappelle que nous, SID, nous, la Mouka, nous nous battons tous les jours pour qu'ils recouvrent la sérénité et la paix dont ils ont besoin pour leur développement. Merci beaucoup et du coup, Gardi Mike Diana, merci d'être là et bon jeudi à vous en même temps. Merci Guélor, salutations à mon co-débatteur et à ceux qui nous suivent et particulièrement à l'ensemble de la population congolaise. Alors, on va aller à l'essentiel. Les politiques se trouvent aux États-Unis, les chefs d'État y compris. Vous représentez Martin Fayulu, comme j'ai dit il y a peu. Martin Fayulu est aux États-Unis. Est-ce que c'est une forme de dialogue déjà? Ils ont anticipé? Ou bien c'est une coïncidence? C'était prémédité? Sinon, qu'est-ce qui justifie la présence de Martin Fayulu aux États-Unis alors que le chef de l'État s'y trouve? Je ne sais pas pour les autres, mais pour nous, c'est une habitude, notamment par Martin Fayulu, de participer à ces dîners religieux. C'est pas la première fois, c'est la première fois pour M. Tshisekedi. Je ne sais pas si les évêques ont déjà pris part, les pasteurs de l'ECC ont déjà pris part à cet événement, mais pour nous, c'est un événement assez routinier. Ça fait des années que Martin Fayulu y participe. Pour nous, ce n'est pas un événement particulier. Donc, on répond à l'invitation, comme on a toujours été invité, et voilà. Donc il n'y a pas d'agenda particulier de notre part, si ce n'est l'agenda de voir la société civile, tel que Martin Fayulu a rencontré 5 organisations qui militent au sein de la société civile. Il rencontrera certainement la diaspora encore, il rencontrera d'autres structures et il va continuer sa mission comme il a toujours fait lorsqu'il est de passage pour ce dîner avec des officiels et certains politiques américains. Rien de ce qui s'est dit, donc je pense que ils ont anticipé les dialogues déjà, ils vont se retrouver là-bas pour
trouver des solutions ou encore mettre en place un cahier des charges en rapport avec ce qui va se passer en termes de forum ici à Kinshasa? Non, le cahier des charges, nous, en tant que la MOCA, nous avons notre cahier des charges. Nous avons déjà indiqué très clairement les points que nous pensions essentiels sur lesquels il faut discuter. Il y a notamment l'intégrité territoriale, il y a la gouvernance, il y a les questions des justices et des droits humains, il y a les questions des élections, parce qu'on semble être un peu distrait, mais en 2028, il faut qu'il y ait des élections, parce que pour nous, il est fondamental, il est certain qu'en 2028, M. Tshisekedi doit partir, et que M. Tshisekedi partira en 2028. Il a eu un mandat usurpé, lui semble, bon lui fait, mais pour nous, en 2028, il devra partir. Il faut que nous parlions des questions électorales, et au-delà de ça, il faut parler des questions de la sous-région. Pourquoi est-ce qu'un pays qui se réveille le matin peut venir agresser la République démocratique du Congo? Hier, c'était le Rwanda, avant-hier, c'était le Burundi, aujourd'hui, c'est l'Ouganda qui s'ajoute en occupant l'Ituri. Il faut qu'on parle de toutes ces questions, de vivre ensemble de la question dans la région des Grands Lacs. Donc, pour nous, il ne s'agit pas d'établir un cahier des charges. Notre cahier des charges est clair, il est précis, il est connu. Notre volonté d'avoir un dialogue national inclusif, pas forcément à Kinshasa. Nous avons dit que c'était un processus de Kinshasa, c'est comme ça que nous l'appelons. Il peut se tenir n'importe où, mais le plus essentiel, ce qui est essentiel et fondamental, c'est que ce soit les Congolais qui se parlent et qui trouvent des solutions à leurs problèmes. Ce n'est pas en Amérique ou ailleurs qu'on va trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Nous sommes bien sûr, nous exprimons notre sympathie à l'égard de toute personne, de toute nation qui tente, tant bien que mal, de venir en aide à la République démocratique du Congo. Mais si nous nous basons sur l'expérience de Luanda, de Nairobi, de Doha et de Washington, on peut se rendre à l'évidence qu'il est fondamental qu'il y ait un processus congolo-congolais qui se passe au mieux en République démocratique du Congo, au pire à n'importe quel endroit, et pour que les Congolais discutent sur les problèmes qui touchent la République. Est-ce vrai le cadre poserait problème? Bon, ça c'est pas une question, je veux revenir. Mais vous avez parlé des élections. Vous et moi sommes conscients que l'autre fois la CENI avait publié un calendrier. Eh bien, en croire la CENI, déjà le financement poserait problème. Est-ce que les élections seront organisées en 2028? Une autre question, on va y revenir. Je passe la parole à Mike Gardidiana. Encore une fois, merci d'être de notre ce matin. Les politiques congolais se retrouvent en ce moment aux États-Unis. Il y a de ceux-là qui estiment que c'est déjà l'avant-dialogue. Il y a des milliers qui disent qu'ils essaient de mettre les idées ensemble pour convoquer ces derniers. Mais vous et nous avions suivi l'autre fois Mouyaya qui parlait de Kinshasa comme cadre, le chef d'État du Congo. Il y a certains politiques qui estiment qu'ils peuvent se retrouver même à Goma parce que ça reste le Congo. Sinon, que dites-vous par rapport à cette rencontre? Pas rencontre, une coïncidence où la majeure partie de nos politiciens, surtout les têtes d'affiche, se retrouvent aux États-Unis. Est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Merci. Le regard du cadre et du contexte, je crois que je vais me refuser d'aller sur les questions d'opinion, parce que j'ai en face un politique, moi de par ma profession, je vais me refuser de prendre de côté opinion pour ne pas donner l'impression qu'ici c'est des agendas, parce que j'ai horreur justement de cette forme de politico-centrisme qu'on a mis dans les questions de la République. C'est-à-dire ce côté trop communicant, trop communicateur sur des orientations parfois farfelues et parfois très perplexes sur la question de la guerre de l'Est, sur la question sécuritaire. Mais dans le fond, je crois que je ne pense pas que, si vous parlez de ce rendez-vous religieux, je crois que j'ai appris que Martin Fayulu est invité, mais je ne pense pas qu'entre Martin Fayulu... Il en a l'habitude, hein, on croit. Oui, c'est ce que je dis, il en a l'habitude, mais je ne pense pas qu'entre le chef de l'État et Martin Fayulu, il y a un problème en termes des discussions. Je crois que dans l'opposition, s'il y a quelqu'un qui a un tandem un peu plus direct, avec qui les échanges sont un peu plus pratiques, c'est bien Martin Fayulu. Je ne pense pas qu'il faille se rencontrer aux États-Unis pour pouvoir discuter de quoi que ce soit sur le Congo. Je pense que c'est une coïncidence, mais pour les autres, je pense que c'est un agenda. Je rappelle encore une fois de plus, quand vous regardez, c'est vrai, certes, c'est une rencontre religieuse, mais la vérité c'est que l'Église a une prépondération sur la vie sociale et politique aussi aux États-Unis. Et je crois, si j'ai bonne mémoire, le révérend, j'ai oublié le nom, parmi les têtes d'affiche de cette rencontre-là est un ancien démocrate qui a toujours eu certaines considérations d'ordre politique. Et je pense que peut-être les autres peuvent s'en servir comme un élément pour pouvoir engager une discussion indirecte. Je ne sais pas répondre des agendas. J'avais dit que je veux me refuser des opinions, mais dans les faits jusqu'à aujourd'hui, il s'agit d'une coïncidence, parce que le chef de l'État est allé non seulement pour cette réunion religieuse, mais il y a également la présentation stratégique du projet Volt.
un projet de plus de 12 milliards de dollars américains, qui est un projet assez important. Donc son agenda est connu et bien tracé. Maintenant, après, si dans la politique, le côté officieux fait qu'ils puissent se rencontrer les uns ou les autres, on nous en dira plus. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien d'emballer la population. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien d'inconcret qui est prévu dans le cadre des échanges entre les opposants et l'actuel chef de l'État. Je pense que c'est une coïncidence. Les autres sont partis aujourd'hui. Il faut rappeler que les États-Unis est le centre des lobbying de la plupart des actions politiques chez nous ici. Donc, ils sont peut-être allés faire un travail des lobbying, qui le sait. Mais en termes d'agenda, il n'y a rien en tout cas qui se dessine dans ce sens-là, et ça ne sert à rien de cogiter et de faire fleurir une pensée d'une quelconque discussion déjà à ces niveaux-là. Je me refuserais d'aller là-bas. Même s'il fallait que je donne mon opinion, je pourrais aller un peu plus loin, mais je ne pense pas que ce soit le contexte et les cas au regard de la nature du plateau. Donc jusqu'à preuve du contraire, il n'y a rien, on ne peut pas évoquer cette question-là. Les dialogues, parlons-en. Kinshasa, Congo, ben bref, c'est les cadres qui sont choisis par Kinshasa, s'il faut dire ça comme ça. Mais d'aucuns pensent que c'est une manière d'exclure les autres, d'ailleurs, en tenant compte de ce qu'avaient dit les chefs de l'État. Ça saute aux yeux qu'il y a certains qui ne prendront pas part. Sorti de son silence, Moïse Katumbi dit clairement que s'il faut parler dialogue, il faut nécessairement qu'il y ait la présence de Kabila, il faut qu'il y ait la présence de Nanga. C'est vrai, il n'a pas cité Kabila encore moins Nanga, il a parlé de M23 FC, et ils sont envoyés au Congo. Du coup, nous voyons Kabila et Nanga. Qu'est-ce que vous en dites? Alors que le chef de l'État avait dit que c'est là qui ont de choses, mais seront exclus. Encore une fois, pour des raisons d'équité, j'évoquerai mes opinions sur un plateau entre journalistes. On est avec un politique, je vais rester dans l'analyse. Les gens vous suivent, hein, le Congolais nous regarde. Je vais rester dans l'analyse. D'accord. Je vais rester dans l'analyse. Je vais éviter les opinions. Je vais rester dans l'analyse. C'est-à-dire dans l'analyse, la chronologie et le fait. Vous êtes limité du fait qu'il y a un politique à voter. Sinon, on vous reçoit comme analyste politique, ça, il ne faut pas oublier. Hein. C'est ce que je dis, je vais faire. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis, je vais rester dans l'analyse pour éviter les opinions. Mais sentez-vous à l'aise en tout cas. Je suis très à l'aise, ne vous en faites pas. Je tiens cette précision. S'il faut rentrer les bois, bien. Non, ne vous en faites pas. Je tiens cette précision parce que moi, depuis ça fait 20 ans de carrière, les gens savent que l'éthique est l'élément qui me conduit les plus. Vous avez la parole. Je ne veux pas qu'on nous mélange dans autre chose. Quand vous parlez de question de dialogue sur l'exclusion, je crois que le chef de l'État a donné son analyse et ses raisons. Les raisons aujourd'hui, si vous établissez la chronologie de fait, la question c'est que, vous savez, si c'était une question de gouvernance qui devrait conduire tout un chacun à prendre la posture belliqueuse, je pense qu'il n'y a pas plus victime en ces termes que Martin Fayoul. Entre guillemets, vous comprenez. S'il faut regarder les événements des élections de 2018, même si après, il a perdu sa place de deuxième, comme il faut le dire, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, on peut, en tant que Congolais, justifier le fait que, puisqu'on est contre une gouvernance, qu'on aille prendre les armes. Et moi, la posture du chef de l'État, je le trouve très logique et très cohérent. Maintenant, on parle de dialogue, on dit le dialogue, maintenant, on va s'expliquer dans la chronologie des faits. Pourquoi des États nous agressent? Mais cette question-là est une question qui date de 30 ans. Il y a eu combien de dialogues ici? La question, c'est que ces dialogues ont apporté quoi? À part quelques accalmies et des paix factices, mais tout en gardant l'État, la République démocratique du Congo, en haleine, entre les mains des expatriés. Ça, c'est une vérité de fait. Maintenant, la question dans le contexte actuel, on parle du dialogue, oui, mais posons-nous la question, parlons du TDR. Quel serait le fondement? Je suis d'accord aujourd'hui. Je crois que s'il faut engager un dialogue pour évoquer le contexte sociétal et sociologique de la RDC, il y a lieu de pouvoir avoir un dialogue. S'il faut évoquer un dialogue pour essayer d'anticiper sur la question des élections, oui, je suis d'accord, parce que maintenant, le rôle de l'opposition aussi, c'est mettre ses pouvoirs devant ses responsabilités, un peu prendre la tangente comme autrefois, d'anticiper les exigences d'ordre constitutionnel comme l'organisation des élections. Je suis tout à fait d'accord. Les dialogues sur le contexte sécuritaire, j'en serais peut-être d'accord, mais la question c'est que à quel niveau interviendra les résultats de ces dialogues-là sur les faits? Parce que regarde, avec les événements dans la chronologie, autrefois c'était le Rwanda n'y est pour rien, c'est un problème congolo-congolais. Au fil du temps aujourd'hui, et le Rwanda et Nanga s'accordent à dire qu'ils sont dans une approche de collaboration. Je vais apporter une précision sémantique parce qu'on aime le sémantique chez les Congolais. Je préfère encore quelqu'un qui parle de soutien que de collaboration. Pourquoi, Gaylor? Un soutien peut être ponctuel. Un soutien peut avoir diverses formes. Mais une collaboration voudrait dire qu'il y a une coordination d'action et que les résultats apportés là-bas nous engagent aussi. Quand j'ai dit que je soutiens Gaylor, mon soutien peut être à distance, mon soutien peut être moral, mon soutien peut être financier de manière ponctuelle. Mais quand on collabore, ça veut dire qu'on est lié, il y a une forme de coordination d'action et que les résultats de l'un et de l'autre nous lient.
Et Nanga avoue qu'il y a collaboration entre Nanga dit que haut et fort, Rwanda. c'est que le monde, c'est que particulièrement le Congolais refusait de voir, certains Congolais refusaient de voir depuis, et certains au niveau mondial refusaient de voir. Aujourd'hui, il est établi noir sur blanc. Et le Rwanda, dans ses genres, dans ses communications, dans ses perspectives, est allé beaucoup plus loin. Le Rwanda a quitté la simple dimension de problème de mesures défensives. Le Rwanda, je parle ici de la déclaration de Paul Kagame particulièrement, tout à fait. qui remet en cause les limites, de nos frontières, qui réclament la terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une question qui transcende la simple question en interne. Est-ce qu'à ces niveaux-là, le Congolais pense qu'on fera taire les ambitions du Rwanda en restant entre nous et en discuter? Mais comment peut-on le faire pour vider les prétextes à Kagame? Déjà, vous avez dit que vous appuyez l'idée des chefs de l'État. Dialogue, oui, mais pas avec ceux-là qui ont touché aux armes. Mais sinon, ce sera pour quelle finalité? Alors que, parlons de Nanga, parlons Kabila, ils occupent une bonne partie de la République. Je parlais de faits, justement. Ils seront exclus. À quoi serviraient ces dialogues? En réalité, c'est là où il y a le problème. Ils ne sont pas exclus. Vous savez pourquoi ils ne sont pas exclus? Parce qu'il y a un dialogue approprié. Il y a Doha. Il y a déjà une discussion entre la RDC et la FCM 23 à Doha. On ne peut pas avoir le même interface pour deux discussions. Est-ce que vous trouvez cohérent? Il existe un cadre de discussion avec ceux qui ont pris les armes au niveau de Doha. Pourquoi devrait-il à la fois se substituer à la fois en force rebelle et au même moment venir discuter ici en tant que politique sur des considérations d'ordre interne? Je pense que c'est plus cohérent d'estimer qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre les armes et qui, par la force des armes, ont imposé qu'il y ait une discussion par des voies diplomatiques et par leur lobbying. Il existe ces cadres-là au niveau de Doha. Éclairons la lanterne de ceux-là qui nous suivent. Donc, vous voulez dire que Doha reste Doha, passez-moi cette tautologie en tout cas, Oui. entre Kinshasa et le rebelle, il y aura un autre forum qui va mettre en place les opposants non armés. C'est bien que ce n'est pas reconnu, hein, mais une manière de... Comment dirais-je? On a utilisé cette expression pour faire comprendre ceux-là qui nous suivent. Visiblement. La nécessité du dialogue en interne, c'est avec ceux qui, à force d'idées, à force de paroles, ont décidé d'engager un combat farouche avec le pouvoir en place et qui se sont refusés de toute orientation belliqueuse. Parce que ceux qui ont pris les armes, il y a un cadre pour eux, permettant également à ceux qui, l'opposition non armée, qui estiment que les choses se font mal, de pouvoir engager une discussion et d'asseoir à la limite certains agendas. Mais comme maintenant, certains commencent à faire de ceux qui ont pris les armes une question d'exigence, dans les faits, moi particulièrement, ça ne m'étonne pas. Parce que je connais également dans la tactique, surtout dans les usages de communication, de certains notamment comme Ensemble pour la République, c'est toujours des communications indirectes par des voies interposées, mais si vous suivez la chronologie de ceux qui sont proches de Moïse Katumbi, il y a toujours eu une forme d'affinité. Il y a toujours une forme d'affinité. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, l'exigence on dit, pour qu'il y ait dialogue, il faut que Nanga soit là, il faut que Kabila soit là. Ok, qu'advient-il de Doha? Il faudra qu'on arrête là-bas dans ce cas. Et dans ce contexte-là, il faudra faire un choix. S'il faut qu'on discute ici, il faut mettre fin. Mais jusqu'ici, Doha n'arrive pas à satisfaire. Hein. Je vais vous revenir. Vous savez pourquoi? Bon, heureusement qu'on va y revenir. Je dis, je l'ai fait, je vais arriver. Pourquoi aujourd'hui, Doha ne peut arriver à satisfaire pour justement l'erreur qu'on veut, on veut commettre maintenant? C'est qu'on s'est rendu compte, justement, l'idée dans l'approche des discussions avec les Nations Unies, c'était de prendre l'aspect external avec le Rwanda à part, et les aspects internes à part, notamment avec la FCM 23, on estime que ça c'est une discussion interne. Mais la vérité, la réalité, c'est avéré que ce soit le mouvement FCM 23, que ce soit le Rwanda pris à part, il s'agit d'une chaîne d'action coordonnée par le Rwanda qui est en fait l'interface avec qui on discute dans deux zones différentes. Il continue à faire peser ses intentions et continue à être une pesanteur dans les discussions censées être internes, ce qui fait qu'on ne peut pas évoluer. Je l'ai dit sur ce plateau dès le départ, j'ai dit, je doute de cet agenda parce que quand on arrive pendant les premières discussions à Doha, quelles sont les deux exigences? Un dialogue en interne et la libération de certains prisonniers politiques. Et je me suis dit, j'ai dit, dans ça, on est dans un impasse, on ne saura pas en sortir et ça sent l'influence venue d'ailleurs parce que c'est la même méthode qu'on a utilisée depuis des années dans différents dialogues pour pouvoir établir un corridor. Il a parlé de l'impasse. Comment faire pour faire sortir la RDC de l'impasse? C'est peut-être ça la grande question. Vous étiez silencieux pendant longtemps. Je vous passe la parole, cher Yves. Vous prenez pour un dialogue de Kinshasa, dialogue inclusif. Vous êtes trop précis par rapport à ça. Vous avez suivi ce que venait de dire Diana. Déjà, Nanga, Kabila, prenons ça comme ça, ils sont à Doha. Est-ce qu'il y a encore lieu de parler de ce qui se passe à Kinshasa ou encore d'inclure Nanga et Kabila aux échanges qui auront lieu très prochainement ici à Kinshasa? Déjà,
vous exigez qu'il y ait la présence de tous, mais en croire certains, vous comprendrez avec nous qu'il y aura des exclus. Sinon, quels sont vos sentiments, vos impressions par rapport à ça? Merci. D'abord, il ne faut pas laisser croire à l'opinion qu'il y a un tandem Kabila-Tshisekedi qui se parlerait plus facilement. Non. S'il y a une personne qui s'oppose depuis un peu plus de 8 ans à la gouvernance... Fayoulou et Tshisekedi, parce que vous avez dit qu'il y a un tandem où Fayoulou aurait plus d'entrée. J'ai juste dit que c'est celui qui s'entend, celui qui a le moins de problèmes avec qui semble être flexible. Celui qui a le plus de problèmes, qui aurait plus de problèmes avec et tous, c'est bien Martin Fayoulou, parce que c'est lui la victime de 2018. Ça il a reconnu, mais du moins il est flexible, on croit ce qu'il a dit. Il n'y a pas question de flexibilité, il y a question d'être républicain et savoir. Mais il n'y a pas un contact particulier que nous entretenons avec les régimes de l'Union sacrée, si ce n'est la contestation et au même mieux la résistance que nous lui opposons depuis le hold-up électoral. Mais j'entends bien la difficulté de Diana de répondre à vos préoccupations, parce que je crois que avec les Emmanuel Chibambe, avec les Eric Bamandai, avec les Mathieu Badjoko, avec qui sais-je encore, ils étaient très farouches en opposition avec la question du dialogue national inclusif. Et ce que je trouve aujourd'hui dommage, c'est que là j'entends bien, il a déjà fait 2 pas, parce qu'il a fait une évolution sur les questions électorales, qui reconnaît aujourd'hui qu'il y aura très certainement des problèmes si on n'en discute pas, qu'il y aurait des questions de gouvernance, ce qui figure bien dans notre cahier des charges, alors que ça fait 7 ans que nous disons ces choses. Si Diana, si Tshisekedi, si Mathieu Badjoko, Eric Bamandai et tous les autres auraient pris conscience de la véracité de ce que nous posions comme problème sur la table, mais nous ne serons pas ici aujourd'hui à parler de ces problèmes. Nous serons ici aujourd'hui à parler des questions de développement, à se demander combien d'emplois ont été créés, à se demander comment la qualité de vie des Congolais s'est améliorée, et ainsi de suite. Et là, nous continuons à perdre du temps, parce que Diana ne veut pas s'éloigner de la ligne imposée par M. Tshisekedi, qui voudrait que ce dialogue se passe entre ceux qui n'ont pas pris les armes et tué des Congolais. Mais si on se positionne dans cet aspect de M. Tshisekedi qui veut mettre de côté certains. Moi, je m'interroge sur la responsabilité de M. Tshisekedi. L'article 74 de la Constitution impose, parce que Diana va le reconnaître en tant que président de la République, va reconnaître M. Tshisekedi comme président de la République, moi non, mais si je me place dans ces lunettes, dans les lunettes de Diana, je m'interroge sur la responsabilité de M. Tshisekedi dans la dégradation de la situation, dans l'impossibilité ou l'incapacité de la protection de l'intégrité territoriale, dans l'incapacité ou la protection de la vie humaine des Congolais. Alors, si on doit se mettre dans les conditions de M. Tshisekedi, même M. Tshisekedi ne participerait pas à ce dialogue, parce qu'il a une responsabilité, vouloir ou pas, du fait de la position que lui donne Diana. Donc je pense que en ce moment, il ne faudrait pas... vous savez, quand on veut manger, tout le monde doit laver les mains. Il ne faut pas dire que moi, je ne vais pas laver les mains, vous lavez les mains, et on va avoir les mains sont propres, on va manger comme ça. Non, lorsqu'on veut manger, tout le monde doit laver ses mains, et M. Tshisekedi fait partie du problème. Nous avons dit, ça fait 7 ans que nous disons, si nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il y a eu le hold-up électoral, du moins dans les causes proches, dans les causes récentes, il y a ce hold-up électoral de 2019. Maintenant, qu'une fois ça c'est dit, nous rappelons la nécessité. Ce n'est pas Moïse Katumbi encore ensemble qui a pris l'exigence de la participation de tout le monde à ce dialogue. C'est encore nous qui étions à l'origine de ce dialogue. Nous avons dit qu'il faut que tout le monde soit présent, il faut que Martin Fayoulou soit là, il faut que Moïse Katumbi, Joseph Kabila, avant même qu'il n'eût été associé à la FCM 23, nous avons dit qu'il devrait être là. Puis nous avons évolué parce que dans la situation de fait où nous nous trouvons, Nanga constitue un problème pour la République. Et là, nous parlons simplement des éléments de premier plan. Dans les médias, peut-être maintenant, on ne sait pas tout étayer, mais après eux, il y a d'autres qui doivent participer. Les Ouazalendo, par exemple. Qu'est-ce qu'on en fait? Ceux qui ont quitté la vie civile juste pour ces moments et défendre la République, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va les laisser dans la vie militaire? Est-ce qu'on va les affecter ailleurs? Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils pensent? Eux-mêmes, ils doivent en second lieu être là. On ne parle pas des autres tels que les Sessanga, tels que les Diongo qui doivent venir en second lieu, parce que c'est vrai qu'on a placé certains en première position, mais il faut que cette question soit la plus globale et la plus
totale possible. J'entends beaucoup cette question en disant, mais est-ce que ça va empêcher les velléités du Rwanda dans la volonté d'expansion territoriale que nous connaissons depuis extrêmement longtemps, que d'autres découvrent aujourd'hui la velléité expansionniste du Rwanda, parce que Kagame l'a dit, mais nous le savions depuis très longtemps, et nous avons toujours dit qu'au-delà de la question économique, au-delà de la question sécuritaire, il y avait cette volonté expansionniste de Kagame. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a un problème. J'ai discuté récemment avec le fils du président, Milan Fayoulou, que je salue, qui est venu, avec qui on a eu une discussion avec l'ensemble des jeunes. On lui a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, dans les relations de la société civile avec le pouvoir? Il nous dit, si un Rwandais passe le matin, il dit quelque chose à l'administration, il dit A, à 11h, un autre passe, il dira A, à 15h, un autre passe, il dira A, et même à minuit, un autre passe, il dira A. Ce n'est pas le cas pour le Congo, parce que nous avons tous une compréhension et une volonté différente dans les problèmes qui touchent la République. Et ça, ce dialogue que nous voulons, national, inclusif, permettra aux Congolais d'avoir une vision commune de la question de l'agression, par exemple, de l'agression rwandaise, et permettra d'avoir un discours commun. Parce que l'administration, par exemple, américaine, des pays frères et amis qui nous viennent en aide, ils vous disent, mais comment vous voulez qu'on intervienne alors que vous avez tous des discours différents et tous des approches différentes dans l'aide qu'on doit apporter à la République démocratique du Congo pour trouver des solutions à leurs problèmes. Rien que ce dialogue nous permettra déjà d'avoir ça. On n'a jamais fait ça auparavant. Tous les dialogues qui sont passés, on n'a jamais eu à penser les problèmes congolais de manière commune et à proposer des solutions de manière commune. Ça, déjà, c'est un pas essentiel et fondamental. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas être naïf. La guerre est partie de l'existence de toute nation. C'est une partie de l'existence de toute nation. Si ce n'est pas le Rwanda, ça peut être la République centrafricaine. Si ce n'est pas la République centrafricaine, ça peut être l'Angola. Si ce n'est pas, il faudra que la République démocratique du Congo s'arme. Mais là, ça rentre dans la question de la gouvernance normale d'une république. Ça rentre dans les cadres de la gestion et de la vision que portent les leaders qui veulent demain prétendre... Que vont devenir les victimes de cette agression, de cette rébellion, de cette guerre, si vous voulez? Parce que les dialogues prônés par vous donnent l'impression d'une blanchisserie, comme si ceux-là qui ont touché aux armes seront acquittés, il y aura table rasa, et puis mais non, on continue le chemin. Je vous ai énoncé ici... Donc vous prenez quelque part, d'une part plutôt pour l'impunité. Je vous ai énoncé ici qu'en troisième position, et qu'il sera question des justices et des droits humains, nous allons parler dans notre cahier des charges, il figure. Mais dans son ensemble, nous pensons à un dialogue de vérité, de réconciliation et de cohésion nationale. Et dans la vérité, on ne peut pas avoir de vérité sans justice. Nous avons dit, par exemple, que ceux qui ont commis des crimes imprescriptibles, ils doivent faire absolument face à la justice et ils doivent y répondre et à terme être condamnés pour ça. Maintenant, il y a certainement d'autres crimes qui ont été commis et les instruments juridiques que nous avons en notre possession, que nous pouvons développer, tels que la justice transitionnelle, peut nous aider à obtenir ces réparations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise qu'un quelqu'un qui est mort suite à la guerre tue? C'est pourquoi nous avons proposé cette solution ça vient de vous, cette proposition de dialogue, parce que nous voulons nous préserver sur la question de perte en vie humaine. Ceux qui sont morts sont morts. Quel que soit ce qu'on fera, ils seront morts, ils ne ressusciteront pas. Mais simplement, nous pouvons alléger leur mémoire en condamnant, en sanctionnant, en trouvant des mécanismes de réparation pour permettre à leur famille, à leurs proches, de faire le deuil de manière la plus sereine possible. Dialogue inclusif, oui, c'est bien bon, mais que direz-vous des assises ou encore l'échange de Doha, alors que là-bas, il y a Kinshasa et Nanga FCM 23 sur la même table? Lorsque le Luanda a été annoncé, et lorsque les premières ébauches de résultats de Luanda étaient en train d'apparaître, nous avions rappelé qu'il était opportun d'avoir un processus de Kinshasa qui renforcerait tous les autres processus internationaux. Tant que nous n'avions pas ce processus de Kinshasa, tous les processus internationaux étaient voués à l'échec, et aujourd'hui, le temps nous donne raison, tous les autres processus internationaux sont en train d'échouer parce qu'effectivement, il n'y avait pas cette dynamique au niveau de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce qu'on veut faire un dialogue à part avec les Nanga? Parce que je rappelle que Diana a rappelé ici que la question du M23, c'est un problème congolo-congolais.
congolais et qu'il y avait une autre posture Non, avec non. le Rwanda. ça- Si, c'est ce que non, vous non, avez ne dit. faites pas dire Vous ça. avez dit que le processus... Elle parlait de Doha- l'entendement des autres. Vous avez... Pas que c'est le cas. Vous avez dit, bon, Voilà. vous avez dit que dans l'entendement Il est bien des fait de autres, précision, oui. vous avez dit que dans l'entendement des autres, le processus était un processus congolo-congolais, mais qui subissait des influences du processus de Washington, parce que là-bas, il y avait Kagame. Mais moi, la question que je me pose, qu'est-ce qui est dit au niveau de Doha qu'on ne peut pas dire au niveau du processus de Kinshasa? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut cacher aux Congolais? Est-ce qu'elle est non dit? Est-ce qu'il y a des choses qu'on veut cacher aux Congolais? C'est pourquoi on doit faire un processus à part avec ceux qui ont pris les armes. Si là-bas on va discuter avec Nanga, nous disons, pourquoi Nanga ne viendrait pas ici? Mais Nanga peut venir ici, nous dire ce qu'il reproche à M. Tshisekedi. Encore que, parmi ses revendications, il faudrait qu'il défasse le monstre qu'il a créé à travers des élections de 2018. Mais qui vient nous le dire, qui vient nous dire qu'est-ce qui s'est passé, qui vient nous dire qu'est-ce qu'il y a, est-ce que la question de son carré minier est toujours en question? Donc le processus de Doha pourra peut-être être orienté différemment, parce qu'on a parlé ici de la réparation. Demain, il faut réparer. Il faut indemniser les victimes, les familles des victimes, les proches des victimes. Il faut reconstruire notre pays. Où est-ce qu'on pourrait avoir l'argent? Pas plus tard que ce matin, j'ai suivi un cadre de l'UDPS qui semble être un peu... Parce qu'il a dit que le rebelle... C'est vrai que c'est insultant, Silvo... Ah non, dans le sens où il n'a pas donné la précision dans la question. Heureusement, je n'ai pas cité son nom. Bref. Sinon, pour dire que ils seront admissibles, ils peuvent bien prendre part. Mais les problèmes, c'est aussi les cadres qui poseraient problème. Je l'ai dit en table, et je me répète, que le porte-parole du gouvernement avait parlé de Kinshasa, mais le chef de départ du Congo. Vous qui êtes de l'opposition, vous appelez ça les assises de Kinshasa. Souhaiteriez-vous que ça se passe au Congo, à Kinshasa, ou bien sur d'autres cieux? Moi, je vais citer, c'est Peter Kazadi. Bon, je sais moi, pas je vais citer l'autre personne. Moi, je cite, vous ne faudrait pas, vous êtes journaliste, de citer Peter non, c'était pour des raisons d'éthique, il a utilisé un mot qui prête à confusion, il ne faut pas l'expliquer. Qui a voulu, bon, moi, je comprends ce qu'il dit en voulant, peut-être le terme est maladroit, mais je comprends ce qu'il vous dit en disant. C'est-à-dire qu'un coup il dit une chose, un coup il dit l'inverse. Il a été indécis ou il était incohérent. Incohérent, pas précis, soit. Tellement c'est une habitude dans l'union sacrée, on risque de croire que c'est une maladie. Mais bon, voilà, il a dit effectivement que dans... Ça, moi, j'approuve quand même parce qu'il dit, dans le cadre où nous nous engageons vers des discussions, il y a une forme de protection qui est offerte aux uns et aux autres. Bien sûr, maintenant, il faut formaliser cette protection parce qu'on lui a posé la question effectivement de ceux qui sont ailleurs, qui auraient peur de venir ici à Kinshasa. Il a dit que dès que l'idée prend forme de dialogue, on se trouve dans une certaine protection parce qu'on ne peut pas un coup vouloir discuter avec des gens et un autre vouloir les maintenir dans une situation d'insécurité et de difficulté. Ça ne va pas permettre à ce que les gens s'expriment de manière la plus ouverte. Et voilà. Donc de ce point de vue, moi je suis d'accord avec lui, même s'il a bouton touche sur la question de la condamnation de Kabila. Pour le reste de ses propos, je crois que je suis plutôt d'accord avec. Nous ne sommes pas omnibulés ou focalisés sur un lieu particulier. Nous, le plus important, c'est les contenus. Vous savez, même certains discutent sur la question des évêques. Je trouve que les gens sont en train de passer leur temps. Ils ne veulent pas comme médiation la SENCO, alors qu'aujourd'hui, nous sommes déjà dans un processus où une feuille de route a été établie par la SENCO, par les CC, par le conseiller en matière de sécurité de M. Tshisekedi et par Ejiba Mampia. Ce n'est même plus un processus SENCO et CC. Nous sommes devenus déjà dans un processus plus large. Nous pourrons dire SENCO et CC, Union Sacrée, Église de Réveil. Et nous, en tant que la MOCA, en tant que SID, nous continuons à apporter notre appui, notre soutien à cette feuille de route qui est sortie des discussions de ces différents animateurs où nous n'étions pas, alors que l'Union Sacrée était bien présente. Donc on se focalise sur des choses qui sont périphériques, alors que les dialogues, les discussions, l'important, c'est sur ce que nous allons dire. Nous, parties prenantes, c'est sur ce que nous allons discuter, nous allons échanger, c'est les points de vue que nous allons émettre et c'est les solutions que nous allons proposer et apporter qui sont fondamentales. On dit en Ouzbékistan, en Thaïlande, partout où vous voulez, mais le plus important, c'est qu'il n'y ait pas d'influence extérieure sur un processus dont les Congolais devaient être le centre. Alors, Mike Gradiana, par rapport au cadre, c'est vrai, il y a plusieurs choix. Hein. On parle de Kinshasa, on parle Congo, les autres disent qu'il faut aller ailleurs. Il y a certains même qui sont allés trop loin, plus loin, pour dire que
s'il faut qu'on se retrouve au Congo, eh bien on peut se retrouver à Goma. Bref, est-ce que pensez-vous que les cadres pouvaient bien poser problème, ou bien les plus importants serait que les Congolais se retrouvent autour d'une table ensemble, peu importe l'endroit, l'essentiel c'est de parler Congo et de trouver une solution par rapport aux problèmes qui nous guettent. Merci Guélor pour la question. Je crois que la contradiction que vous voulez mettre sur le propos de Mouyaya et du chef de l'État, je n'en trouve pas. Je crois que c'était une discussion qu'on avait, mais permets-moi de préciser un truc. Oh, qui a parlé d'une contradiction aussi? Non mais ne vous en faites pas. Ah mais non, personne n'a parlé de Vous n'êtes pas contradiction. obligé de les dire à haute voix. Non, vous l'avez si bien dit. Permettez-moi. Voilà pourquoi il faut répliquer du coup. Personne n'a parlé des contradictions. Permettez-moi. Sauf que l'autre fois, les porte-parole avaient parlé du Kinshasa, il était précis, les chefs de l'appareil du Congo. Voilà, de l'RDC. Permettez-moi de commencer par un élément. Je crois que les gens qui me suivent dans cet exercice depuis bien d'années, il y a une phrase qui me caractérise, c'est que dans le contexte congolais, le dialogue est un mécanisme de gestion. Ça, c'est une phrase qui est sacrée chez moi. Seulement, les gens pensent que j'ai changé, ou encore quand M. Badjoko parle de la modification, il me mélange à des gens. Ah bah oui, hein, vous avez compris quand même. Je veux préciser encore une fois de plus. Le dialogue congolais au format habituel, je ne suis pas d'accord. Quand je suis parti on fait les surplaces. Hein. Quand je suis parti dans l'approche du dialogue tel que proposé, j'ai sorti de thématiques pour moi qui semblent être des éléments intéressants sur quoi on peut engager une discussion au niveau interne. Par exemple, aujourd'hui, le contexte sociétal, la gestion de la cité, notamment sur les questions sécuritaires et autres, nécessite à ce qu'il y ait une discussion parce que le Congo est une mosaïque. Tout à fait. Quand il parle de la question des élections, ça c'est la responsabilité de l'opposition de pouvoir veiller à ce qu'on reste dans les délais ou dans les exigences d'ordre constitutionnel. Ça c'est leur travail. Ce sont des questions pour moi que j'estime très intéressantes sur quoi on peut discuter, même pendant toute une année, il n'y a pas de problème. Mais le dialogue tel qu'on en parle aujourd'hui, pour moi, saisissez cette phrase-là, est une porte de sortie pour certains acteurs qui se sont égarés. C'est-à-dire? On est dans un contexte. Je vais faire un retour très rapidement. Le pouvoir bascule. Il y a un ancien pouvoir qui continue à jouer le grand boina sur le pouvoir, qui pense que l'autre est rédévable aux autres. Ils se sont détruits en interne. Ils ont voulu faire croire aux gens, ont sorti la phrase Pantin, où il a eu de résistance de la part de certains alliés. En interne, ils ne se sont pas entendus. Le pouvoir a basculé. Les autres ont perdu des privilèges. Et perdant des privilèges, ils estiment qu'aujourd'hui, il faut aller par les armes pour pouvoir faire pression et récupérer ce qui leur reviendrait de droit. D'après eux. D'après eux. Ils décident, alors qu'il y a deux autres qui sont là, j'ai cité. Même quand j'ai parlé de Martin Fayoulou, je sais que c'est... Il y a beaucoup de choses sur quoi je n'ai jamais été d'accord avec lui, notamment certaines de ses postures. Mais la vérité, c'est qu'on va le lui reconnaître et il y a une certaine cohérence dans ce qu'il fait. On va lui reconnaître une certaine, je dirais, acidité dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, ce qu'il dégage. Dans le contenu de certains discours, de certaines orientations, on aura toujours des choses à redire, mais la vérité, c'est qu'on le lui reconnaît. Mais dans le fond, je ne pense pas qu'aujourd'hui, pour un État sérieux, on peut justifier le fait qu'il y a eu des erreurs de gouvernance par la prise d'armes. Je l'ai dit haut et fort. Je ne le comprendrai jamais. Parce que j'estime que la bonne posture, c'est de se dire, il est à son dernier mandat, il lui reste quoi? 2 ans. Ce qu'il commet comme erreur sont des carburants, en fait, pour nous. Là aussi, il y a boire et manger, hein, parce qu'encore la CENI 2028, c'est hypothétique pour les élections. Non, tu n'as pas besoin d'aller vers la CENI. Ben, c'est l'organe qui organise les élections. Oui, mais permets-moi, je n'ai pas besoin d'aller vers la CENI pour savoir le caractère hypothétique des élections en 2028. Je n'ai pas besoin d'aller vers la CENI. Ok. Il ne faut pas oublier les questions économiques. C'est ma vie. Il me suffit de faire un calcul, un ratio rapide, très calmement. Je peux vous dégager des marges pour vous dire que pour telle raison, je sens que c'est compliqué. Encore que quand vous écoutez les discours, pas des institutions, mais des politiques du pouvoir, il y a à boire et à manger. Non, il faut ajouter 7 ans, il faut ajouter ceci. Vous faites foi alors que nous avons un budget je ne suis pas dans, je ne suis pas élevé à la hauteur. C'est ça le problème que leur. Permets-moi de définir ma cohérence. Ne me demande pas de faire foi à des gens que je suis en train de dénoncer ici. Les secteurs économiques, je sais que vous en maîtrisez très bien. Les budgets, c'est élevé en hauteur. Vous savez qu'on a un budget, bon, pas aussi... Ah, là, maintenant, c'est vous qui voulez défendre. Mais bon, on va fermer très vite cette parenthèse. Alors, Alors, on est dans un contexte où, Guélor, pour moi, le dialogue tel que voulu maintenant, et surtout, moi, par le propos de Moïse Katumbi, est devenu une porte de sortie pour ceux qui se sont égarés.
Maintenant, je veux corriger un élément quand M. Badjoko dit que ça n'a jamais été pour la première fois l'idée d'un dialogue pour réunifier le Congolais pour qu'on parle un langage commun. Non, je lui rappelle la révolution, pardon, quand Laurent Désiré Kabila est arrivé. C'était justement ça l'objectif. Parce que, sorti justement de Mamel, de ces gens-là, après toutes les tumultes qu'il a connus, avant même de connaître les tumultes, son idéal c'était de pouvoir permettre aux Congolais de parler le même langage. J'aime, c'est d'ailleurs l'un des rares avec Joseph Désiré Mobutu qui ont des discours intemporels jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez les placer dans le contexte, le discours continue à vous parler de la même manière. Et le combat reste intact et c'est le même combat qu'on doit mener encore jusqu'à aujourd'hui. Donc on est dans un contexte où c'est pas une première fois qu'on pense à ça, mais le problème c'est la nature de l'homme politique congolais. Maintenant, la question, c'est, si on avait écouté Martin Fayulu depuis un moment, on ne serait pas à ces niveaux-là. Je dis faux. C'est faux. Comment ça c'est faux? Je viens d'expliquer. un document qui la proposition de sortie des crises. Voilà, plein de propositions de crise, ça date de très longtemps. On semble revenu sur ça aujourd'hui. Hein. Je viens rappeler Le fait semble donner raison à Martin Fayulu. Non, le fait donnera toujours raison à quiconque voudra parler dans l'idée de fédérer les politiques, parce que justement, regarde des éléments que lui-même a soulevés. Quand vous arrivez au niveau international, le Congolais ont multiples langages. Pas par cohérence, par mauvaise foi. Très bien. Vous savez, permets-moi, Guélor, de citer pour la première fois sur un plateau télé. Je choisis un musicien pour vous montrer à quel point, dans la conscience, surtout de l'élite, il y a des choses à corriger. Je me rappelle, Tupac Shakur disait, c'est pas parce que tu as perdu le droit d'être mon ami que tu gagnes le droit de devenir mon ennemi. Moi, je choisis les combats les plus importants et les utiles. Si lui peut le croire, pourquoi les politiques congolais pensent que quand on perd le droit d'être ami à quelqu'un, il gagne d'office le droit de devenir ennemi? C'est ça notre plus grande difficulté. Je suis d'accord avec lui, ce qui fait que ce qui nous fragilise au niveau international, c'est qu'on est incapable de parler le même langage. Et ça se prouve aujourd'hui. Il pose la question pourquoi les gens sont derrière les évêques. Moi, je viens de souche catholique. J'aime toujours les dire. Moi, je suis né dans un quartier où la seule paroisse qui a l'école, la première école qui a été construite là, c'est par mon père. Dans la cotisation du quartier. La mésofinance a été déjà effectuée déjà cette année-là. Parce que les élèves allaient très loin et il était catholique fervent, il a décidé de réunir les gens du quartier pour construire des bâtiments et donner la gestion à l'église catholique. Mais vous ne pouvez pas vouloir être l'église au milieu du village, et ça, je ne peux pas le cautionner. Qu'un évêque arrive, ou l'ambassadrice rwandaise, elle-même, attestée, avérée, corroborée par Corneille Nangaa, dit que nous collaborons. Vous venez dire que c'est l'IA. On ne peut pas, l'évêque ne peut pas prendre une posture pareille, alors. Entre nous, soit dit. Et c'est comme j'avais dit ici, je me suis refusé certaines considérations parce que pour un expert en com stratégie comme moi, je peux vous établir la corrélation des différentes communications. Des matatampons jusqu'à un certain niveau. Le choix des éléments de langage dans les discours. Parce qu'aujourd'hui, il faut les dire, dans le lobbying en interne, parce que le politique pense qu'il faut forcément trouver un moyen de chasser Tshisekedi. C'est dans leur droit. Là où ils commettent l'erreur, c'est que les techniques de Gorée, l'île de Gorée, a failli à deux niveaux. La première, c'est que ces techniques ont marché sur Kabila parce qu'il était en dehors de cercle de légitimité. Il avait quitté le mandat lui conféré par la Constitution. Vous ne pouvez pas appliquer la même technique pour quelqu'un. Dites ce qu'on veut. Non, les élections, c'est ça. Ok, il y a eu des erreurs matérielles. D'accord. Il ne lui reste que 2 ans. Il lui reste que 2 ans, oui, dans le 2 ans. Mais le problème, c'est que je sais que M. Badjoko ne voudra pas entendre cette phrase-là, mais bon, ça reste une réalité. Il est encore dans sa période de légitimité. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes techniques que l'autre. Hein, ouais. Et aujourd'hui, quel est l'argumentaire au niveau international? Je le dis parce qu'en tant que témoin oculaire, c'est exactement le même langage utilisé par le Rwanda pendant toute la cérémonie de la signature des accords, parce qu'il y en a eu 4. C'est que on tue les Banyamulenge. On part sur le postulat d'un conflit socio-ethnique pour justifier un problème qui n'est pas dans l'intérêt des Congolais, de l'intérêt de l'autre État. Et malheureusement, ce sont les politiques congolais qui amplifient cette communication-là. Est-ce que parce que j'aime pas la gouvernance de Tshisekedi, je suis obligé, moi? Mais encore, c'est la raison de ces dialogues pour parler le même langage. J'étais en train de dire... Paul Kagame au Rwanda. Crois-moi, j'étais en train de dire que l'idée, elle est bonne. Mais ce n'est pas une première. Là où j'ai attaqué, c'est qu'on veut nous faire croire que c'est une première fois qu'on pense de la sorte. Non.
Nous et Laurent Désiré Kabila est sorti parce qu'il était dans le mamel. Nouri, il est venu au pouvoir avec ses gens. Connaissant ce qui s'est tramé, a voulu cette idée-là. Combien de politiques ont suivi? C'est pas une première. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas une première. Il faut exclure ceux-là qui sont des mèches avec le Rwanda? Je vais vous dire une vérité, je vous avais dit que je vais rester dans les faits. Vous me posez la question sur mon opinion. Je le dis haut et fort, et ces points de vue est partagé par la plupart des gens. En tant qu'État, dans le contexte actuel, je comprends la posture du gouvernement, c'est dit on a signé des accords, on veut donner la posture d'un État respectueux des textes. Mais dès lors que, dans un contexte international, nous continuerons à laisser les autres de faire la loi sur le rapport de force sur terrain, c'est un élément de fragilité. Je l'ai dit haut et fort. La meilleure façon, c'est on commence par prouver qu'on est capable de sécuriser, de mettre hors état de nuire, calmement, et puis après on s'est dit, dans cette posture-là maintenant, si vous avez des choses à réclamer, venez nous le dire. Bonne posture, belle posture, Donc, mais ça pose problème. On va vous dire que l'armée est infiltrée, on vous dira qu'on n'a pas assez de moyens. On ne va pas vous dire, Guélor, c'est une vérité. Cependant, nous continuons à enterrer le nôtre. Regarde, la vérité des faits, c'est que le politique ne vous diront pas, c'est que la plupart des différentes des rencontres faites aujourd'hui, où on chute en même temps, on va boucler de ce côté. Oui, on nous disait, on a trouvé, il y a eu la paix, il y a eu un accord, on a retrouvé la paix, ou à la limite même on disait, on a libéré des rebelles à coup de négociations et d'accords. C'était des paix factices qui justifiaient le fait qu'on gardait le problème en tant que tel. Quand on nous disait autrefois, on dit, écoute, différents dialogues, oui, on a résolu le problème, c'était au nom de concessions énormes. Parce que la question jusqu'aujourd'hui, poser la question au Rwanda, qu'est-ce qu'il revendique exactement au Congo? On ne vous le dira pas. C'est là où j'ai dit aux gens. Non, Kagame est sorti de son silence, il avait dit clairement. C'est ce que j'ai dit. Vous l'avez évoqué. Si le mérite, c'est qu'aujourd'hui, on a ramené Kagame dans le contexte formel de la séparation, des limites. C'est l'élément qui l'énerve, c'est ce qui fait que Kagame n'acceptera jamais l'accord signé au niveau de Washington. Si jamais ça ne l'est imposé. Et ça, il y a les prémices, notamment avec ce qui est arrivé à Ouvira. Mais dans le contexte actuel, il ne faudra pas qu'on soit naïf. À un moment donné, il faudra qu'il y ait du répondant en termes de force pour pouvoir faire appliquer ce règle-là. Et je comprends aujourd'hui que ça, c'est les de tout Congolais, mais nous donner l'impression, je dis bien, nous donner l'impression de ne pas être capable sur ce point. Non, vous dites, et heureusement que c'est une impression, parce que ce que vous avez évoqué est une réalité de fait. J'aime encore une fois un passage dans le cause du Congo de Charles Lona, c'est que pendant que nous, on est dans des contextes factuels, dans la temporalité, les autres sont dans la profondeur stratégique. Chaque événement qui se sont déroulés, notamment les génocides, fait partie d'une étape de la stratégie de conquête de l'espace congolais. Donc on est dans un contexte où à chaque fois on a le dialogue. Intégration, mixage, c'était des éléments de fragilité parce qu'en politique, c'est par quoi on acquiert le pouvoir, c'est ce par quoi on le conserve. Quand on estime que la plus grande faiblesse ou la plus grande force qu'on a sur le peuple congolais, c'est le fait qu'ils ne seront jamais capables de se défendre eux-mêmes, nous continuons à garder en haleine. Et la stratégie, c'est on va dans des dialogues en dialogue. Quand on arrive au dialogue, dans une position de faiblesse, c'est d'ailleurs pour ça que vous verrez que, un peu comme avec la résistance ukrainienne, le Rwanda ne s'attendait pas à une résistance aussi longue. Parce qu'il savait que c'est dans nos habitudes, on va arriver 2-3 fois peuple, bon, écoute, vous voulez quoi? On fait de compromis. C'est ça la difficulté qu'on a maintenant. Okay. C'est une réalité. Fragiliser l'armée d'un État, vous avez la République à la bonne. Et c'est ça la stratégie maintenant, c'est la stratégie qu'il faut couper. C'est là où j'estime qu'aujourd'hui, s'il faille discuter, il faudra que la discussion se passe en toute sérénité et que ces discussions ne soient pas un matelas. Comme je l'ai dit d'ailleurs, ici, une porte de sortie pour des individus, mais également qui permettra au Rwanda de continuer son hégémonie sur la politique congolaise, comme cela est fait depuis des années, depuis M. Laurent Désiré Kabila. Vous étiez clair, en clair. Vous avez dit que dialogue, oui, mais pas avec Kabila, pas avec Nanga. Merci d'être venu, chère Diana. C'est par ici qu'on va se quitter. Hein. On peut vous retrouver prochainement. Et nous allons laisser la parole à Yves. Je n'ai pas apporté une précision. Je n'ai pas apporté une précision. Une précision. Vous allez prendre toute l'émission. Non, une précision. 2 secondes, d'accord. En 2 secondes, c'est beaucoup. D'accord. Dialogue, pas avec l'AMC, avec Soro le Congo. C'est ça. Je quitte la dimension personnelle. L'AFC, c'est Nanga. Non, ça c'est vous qui le dites. Moi, je parle du groupe. Je reste. Non, le message est passé. Cher Yves, en guise de conclusion, vous avez suivi ce qu'a dit Diana. Vous voulez qu'il y ait la participation de tous, ce qui n'est pas mal non plus. Mais sinon, on risque de faire des surplaces. Hein, parce qu'on a connu, il y a eu plusieurs dialogues. Vous avez dit que ça sera dit de manière un peu différente. On va vouloir mettre tout le monde ensemble pour parler le même langage. Mais c'est déjà entendu.
Sinon, qu'est-ce que vous en dites? Et c'est par là qu'on va se quitter. Bah, je commence par où Diana a fini, parce que je vois encore un troisième pas qu'il effectue en disant pas avec l'AFC, mais avec Sauvons le Congo. Donc on voit déjà que... Non, pas avec l'AFC, M23, encore moins Sauvons le Congo. Non, si, il a dit avec Sauvons le Congo. Non. Si, je cite aussi Sauvons le Congo. Donc il a dit avec Sauvons le Congo, donc je vois... Pas FC M23, pas Sauvons le Congo. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Pas FC, pas Sauvons le Congo. Voilà. Donc ça apparaît au même. Donc il n'y a pas eu d'évolution, et là ça ne sert à rien, parce que c'est là où... Vous savez, la question du dialogue aujourd'hui, ça s'impose à nous. Et c'est pas un choix que Tshisekedi a, c'est pas un choix que Fayulu a, c'est pas un choix que Kabila, ça s'impose à nous. Mais ça s'impose pourquoi? Je vais y revenir. Mais là où je suis pas d'accord effectivement avec mon ami Diana, c'est lorsqu'il dit que la révolution, avait été l'initiative première, c'était la volonté d'avoir... Non, la révolution, n'a pas été ça. Non, les gens ont été mis en prison. Il n'y avait même pas question de dialogue. Il y avait question où Kabila a pris une ligne de conduite et il voulait que tout le monde adhère de manière, quasiment de force. Oui, parce que les autres étaient en prison. Et après, il y avait... un second objectif, c'était de renflouer un peu les caisses de l'État. Parce que lorsque vous étiez en prison, la question c'était, vous avez dirigé, vous avez pillé cette République, nous avons besoin d'argent pour reconstruire. Allez, donnez-nous ce que vous avez pour nous permettre. C'était ça, la révolution qui a été faite. Et c'est totalement différent avec ce que nous... Il ne faut pas tronquer l'histoire pour un débat politique. Mais non, c'est très dangereux de tronquer l'histoire pour un débat politique. Je vous rappelle ce que... Je vous rappelle. Ce que vous dites, c'est justement les faits politiques avant. Vous avez lu Machiavel comme moi. Pour un maquisard, il était dans la pratique, mais la révolution, est venue après. De la naissance CNPP et tous les autres, vous ne me direz pas que c'est une question de prison. Je vous explique l'origine de toute la volonté, de toute l'orientation de l'action de Kabila, de Kabila qui n'a pas été dans cette dynamique. Et je dis ici que c'est la première fois où on va parler effectivement, où on va penser, où on va avoir une vision commune des problèmes. Ça n'a jamais été fait. À aucun moment. Ça n'arrivera pas avec le politique congolais. Mais bon, donnons-nous quand même le luxe de pouvoir tenter, de pouvoir essayer, parce que ce qu'on a fait aujourd'hui a totalement échoué. J'entends Diana, c'est un peu le discours que c'est nos amis de l'Union Sacrée ont. Ils disent, voilà, ils ont deux discours, tant que Kagame sera au Rwanda, Tshisekedi ne bougera pas. Tant que la guerre ne finira pas, Tshisekedi sera au pouvoir. Mais non, vous dites des choses totalement contradictoires. Vous dites qu'il faut qu'on aille... Si, c'est ça que vous avez dit. Non, c'est faux. J'ai dit ça, ça rejoint, si vous voulez, pour non, que c'est faux. Ça rejoint parfaitement. Ça rejoint parfaitement ce que votre discours rejoint parfaitement. Parce que une corrélation. Vous dites, il faudrait que nous puissions aller dans les discussions avec un rapport de force différent. Mais la question, c'est quand est-ce que nous allons inverser ce rapport de force? C'est la question essentielle. Parce que les autres disent qu'il faut que la guerre finisse, mais quand est-ce que la guerre prendra fin? Les autres disent que Kagame doit quitter le pouvoir, mais quand est-ce que Kagame quittera le pouvoir? C'est le même discours, avec des termes différents, que vous êtes en train d'employer aujourd'hui. Si nous sommes dans cette situation, il faut se rendre à l'évidence. C'est pas question d'armée. Ne me faites pas croire que vous n'êtes pas capable de dire, quand je parle de l'armée capable de défendre le pays, je suis au-delà de mandat. Ne me faites pas croire que... Je vous ai bien dit que cette guerre date depuis 30 ans. Je cite, moi, le postulat de Charles Onana. Je vous dis qu'on est dans un contexte historique. Ça a été notre faiblesse. Depuis 30 ans, je vous dis de sortir. Vous voulez limiter à Tshisekedi. Ne me faites pas croire que vous pensez comme eux, quand même. Mais alors, vous, qu'est-ce que vous dites exactement? Parce que nous disons, pour sortir de la situation, je peux me faire comprendre. Pour sortir de la situation à laquelle nous nous trouvons, avec une armée dont le leadership de M. Tshisekedi est totalement défaillant, il faudrait qu'on aille au dialogue. Vous nous dites par exemple d'attendre, il ne reste plus que 2 ans. À quel moment les dialogues vont résoudre le problème de l'armée? Mais voilà, j'en arrive. Bon, vous savez, on ne peut pas tout dire ici parce que l'essence de nos discussions, l'essence de nos discussions vont être produites dans le cadre de ces discussions que nous aurons tous ensemble. Vous dites non, laissez à M. Tshisekedi encore 2 ans. Après, on aura des élections. Non, c'est faux. On l'a laissé 2 ans. Il a encore 2 ans. Mais c'est ça que constitutionnellement. Mais non, il a encore. Vous dites qu'il a encore 2 ans. 2 ans. Laissez-lui 2 ans. Mais on vient d'où? Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Kishiché, Kiwanja, Bunagana, Goma, Bukavu, Sake sont partis? Pourquoi? Dans quel état sera notre République si on attendait 2 ans? D'autant plus qu'il y a un ministre de cette République, Moïse Nzagi, qui dit que si Ouvira a été libéré, c'est grâce à un tweet d'un ministre américain. Et s'il n'y avait pas ce tweet de ce ministre américain, eh bien ça serait grave, parce que devant, il n'y avait rien. Même dans ces postulats, ça veut dire que c'est le résultat de l'accord de Washington. C'est pas moi. Quand vous posez la question, vous avez la réponse. C'est pas moi qui le dis.
mais c'est un ministre de la République qui le dit. C'est un ministre qui dit que notre armée est défaillante. Notre armée est incapable de récupérer des territoires et ils font un tweet d'un ministre d'un pays étranger. C'est pas moi. C'est extrêmement grave. Mais c'est extrêmement grave et cet individu il est ministre de la République et c'est le ministre de la République qui va nous faire dépendre d'un État tiers. C'est extrêmement grave. Si Diana le dit, je peux l'entendre. Mais si un ministre qui a la responsabilité de conduire les affaires de l'État vous dit ça, c'est extrêmement grave. Je viens, vous dites que c'est pour vanter l'accord de Washington. Oui, vous dites qu'il a fait ça pour vanter l'accord de Washington. Mais c'est extrêmement grave. Vous avez lu les journaux. Qu'est-ce qui est demandé qu'est-ce qui suscite le courroux des États-Unis? Les États-Unis disent qu'il faut que les M23 occupent les positions d'avant signature de l'accord de Washington. Mais on est sérieux? Ils ont dit où? Mais c'est ça qui ressort des discussions qui se passent aujourd'hui et de la position de Kourou qu'a aujourd'hui les États-Unis par rapport au Rwanda et au M23. Je peux vous apporter de précision à ces niveaux-là. Diana, c'est ça qui est dit. Qu'il faut que les M23 rejoignent les positions d'avant signature de qui l'a dit? Lisez les journaux, lisez les correspondants qui sont vous êtes quand même en même de citer la source et de voir quel responsable américain a dit ça. C'est ça la cohérence. Mais c'est déjà fini. On parle des questions sensibles. Je le fais parce que c'est un débat intellectuel. Il doit être en mesure de citer la source. Qui l'a dit dans quel journal? Permettez-moi d'aller le chercher. Tshisekedi a rencontré 2 sénateurs, j'oublie leur nom, un démocrate et un républicain. Allez-y. Lisez ce qui ressort de ces rencontres. Et je vous explique la posture aujourd'hui des États-Unis qui ne sont pas d'accord avec le M23 et le Rwanda, simplement parce qu'ils ont évolué des positions qu'ils avaient d'avant l'accord de Washington. Et c'est là où il y a un problème. Et c'est là où vous n'allez pas venir me vanter cet accord qui ne trouve pas de solution. Parce que pour moi, je serais heureux lorsque le dernier militaire aura quitté le sol de Bunagana. Pas congolais, de Bunagana. L'origine de tout les positions d'un sénateur démocrate. À la réalité, l'accord, c'est le lobbying. Le Rwanda continue à faire son lobbying. Même au sein de la politique américaine, il y a des politiques qui soutiennent le Rwanda. C'est une logique de fait. Voilà. Donc voilà, vous mettez vraiment de l'eau dans mon moulin pour dire qu'il est fondamental que la solution au problème des Congolais se trouve par les Congolais. Et nous avons la recette. Elle peut être traitée comme... Comment il est vrai? Parce que quand vous arrivez là-bas, vous tenez un discours proche du Rwanda. Comment ça va arriver? Nous avons, je ne sais pas qui est-ce qui tient un discours proche du Rwanda. Nous tenons notre discours. Un discours proche du Rwanda. Je ne sais pas qui tient, il a ses sources, mais nous avons toujours eu. S'il y a quelqu'un qui s'est opposé au Rwanda dans la classe politique actuelle, c'est Martin Fayulu. Vous n'allez pas nous dire qu'aujourd'hui on va tenir un discours proche de celui du Rwanda. À aucun moment nous avons fait. On parle de l'opposition. Mais non, il faut pas mélanger les serviettes et le torchon. Il ne veut pas qu'on mette tout le monde dans les mêmes temps. Moi je parle ici d'une position. Je suis porte-parole de Martin Fayulu. Ensuite, communicateur de Décider la Mouka. Donc je parle d'une position qui nous concerne. Nous avons été toujours très farouches contre le Rwanda. Nous avons milité aux sanctions et même que ça nous a valu peut-être certaines incriminations en disant que nous donnons des béquilles à Tshisekedi parce que nous avions une position très ferme contre le Rwanda. Sur ça, il n'y a pas d'ambiguïté, du moins pour nous à décider. Donc voilà, pour revenir... Vous êtes un peu plus proche dans la pensée que Tshisekedi. Pour revenir... Non, nous sommes dans une pensée républicaine. C'est-à-dire que face à une agression extérieure, on ne peut pas affaiblir celui. Il est obtenu par l'usurpation, on est d'accord. On ne peut pas affaiblir Tshisekedi pour promouvoir Kagame. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut pas dire. Ça aurait été Diana à la place, ça aurait été vous, nous aurions une position républicaine. Nous défendons une position de l'État congolais. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, il est fondamental, donc en un mot comme en mille, que ce processus de Kinshasa, qui va effectivement poser le débat. J'entends qu'on dit, est-ce que ça va résoudre la guerre? Mais est-ce que l'accord de Washington, qui est une discussion, a résolu la guerre? Est-ce que l'accord de Doha, qui est une discussion, qui est un dialogue, a résolu la guerre? Alors, pourquoi vous faites la promotion de Washington, de Doha, mais vous ne voulez pas faire la promotion du processus de Kinshasa? Je serais heureux de répondre à cette question. Mais non, mais le fait que là, on va suffisamment d'arguments. Donc, c'est pourquoi en tant que quelqu'un qui a fait de cette question une question prioritaire, en tant que témoin oculaire, je serais heureux de répondre avec éléments factuels. Ce que j'ai dit, c'est qu'on perd du temps. Je l'ai dit en introduction, nous perdons du temps. Ça fait 7 ans. Si nous avions été entendus il y a 7 ans, non, ça fait on ne serait pas... Non, nous parlons de causes proches. Il y a des causes proches et il y a des causes lointaines. Sur les causes lointaines, ça fait 30 ans. Mais c'est là où on se perd. Sur les causes proches,
Et nous aurions dû être entendus depuis longtemps parce que la cohésion nationale a été fracturée, parce que la gouvernance issue d'un hold-up électoral ne pouvait pas être différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Il était donc fondamental que nous étions... Et j'invite Diana de ne pas attendre des postures de M. Tshisekedi pour aller dans la bonne direction. La bonne direction, c'est le processus de Kinshasa. Nous voulons, pour le mieux, avec les évêques et les évêques de la Senko, les pasteurs de l'ECC, et Jibambeapa, et la coordination sécuritaire de M. Tshisekedi, nous voulons aller dans ces dialogues sans ambiguïté. Merci beaucoup Yves Badjogo, je rappelle que vous êtes décidé. Vous êtes de la Mouka, il a négocié une minute et on avait commencé avec vous. Bon, en tout cas, je le demande si lui autorise, je le fais. En 30 secondes, merci. Ouais. Alors, très rapidement, quand on pose la question, on dit, si on autorise les discussions à Doha et autres, pourquoi ne pas autoriser les discussions à Kinshasa? C'est là encore, j'ai l'impression que il faut se faire comprendre différemment. Aujourd'hui, les protagonistes, les gens qui apportent désolation à l'Est, sont des gens qui sont autour d'une table avec la RDC. Je parle de l'AFC M23. Et c'est supplétif. Ça veut dire que c'est à ces niveaux-là qu'ils doivent présenter leur agenda, leurs exigences, le pourquoi de leur lutte et trouver des solutions. Ça veut dire qu'en soi, le problème n'est pas les dialogues. Maintenant, la question fondamentale, c'est que, à la question où personne ne veut répondre, le dialogue de Kinshasa aura quoi comme thématique? Le processus de Kinshasa, c'est pas le dialogue de Kinshasa. Pardon, sémantiquement, oui, je dis sémantiquement. Processus de dialogue de Kinshasa, le processus de Kinshasa aura quoi comme solution? Je sais qu'il ne va pas répondre, mais là où je trouve suspect et là où je trouve indélicat, c'est déjà que les gens qui sont censés être autour de cette table pour discuter des questions de la République commencent par des exigences. Il faut que Kabila soit, je parle de Moïse Katumbi, Kabila doit être là, Nanga doit être là. C'est là où je dis que le dialogue, comme dans l'histoire de la RDC, risque ou serrer une porte de sortie pour ceux qui ont pris des tangentes qui deviennent très douloureuses et très compliquées aujourd'hui, qui veulent trouver une porte, une issue, pour pouvoir revenir encore ici dans l'appareil politique et faire comme si de rien n'était. C'est ça la difficulté. Le dialogue en soi n'est pas le problème. Sous quel format? Pour quelle discussion? Parce que si c'est la question sécuritaire, les acteurs sont déjà autour d'une table, je précise. La question, pourquoi à Doha? J'ai toujours été de ceux qui estimaient que la sous-région n'avait pas de solution au problème de la RDC, il fallait la porter au niveau supra. Pour une fois, les gens le savent.